Aujourd'hui, on entame une exploration vraiment fascinante dans les coulisses d'une véritable ingénierie d'État. Absolument, une plongée dans la mécanique d'une réforme majeure. Et pour cette analyse, on va s'appuyer sur une source unique. Mais attention, c'est une source d'une richesse inattendue. Il s'agit du texte intégral de la loi 1502. La loi relative au port promulguée au Maroc en novembre 2005, c'est bien ça. C'est ça. On va vraiment décortiquer ce document dans son ensemble, depuis l'exposé des motifs de son préambule jusqu'aux toutes dernières dispositions. Sur le papier, il faut l'avouer, une loi peut sembler un peu, disons, aride. Oui, on s'imagine souvent une simple succession de décrets administratifs très froids. Mais en examinant attentivement ces articles, on découvre en fait le mode d'emploi d'une transformation colossale. La mission de notre discussion d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment un pays entier a réussi à métamorphoser la gestion de ses frontières maritimes. Et le tout sans provoquer le moindre arrêt de son activité commerciale. Voilà, moi j'aime bien utiliser une image pour visualiser ce défi. C'est un peu comme réaliser une opération à cœur ouvert sur le poumon économique du pays. C'est une excellente analogie. Avec une condition absolue, évidemment, le patient ne doit cesser de respirer à aucun moment. Les navires doivent continuer d'accoster, les marchandises de circuler, les grues de tourner. L'ampleur de ce défi est vertigineuse quand on prend un peu de recul. Surtout quand on sait que la quasi-totalité des échanges commerciaux transitent par la mer. Exactement. Les ports ne sont pas juste des quais d'amarrage, ce sont les artères vitales de l'économie réelle. Donc modifier leur fonctionnement structurel, ça revient à reconfigurer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement nationale. Tout à fait. Et le préambule de la loi pose d'ailleurs un diagnostic sans appel sur la situation de l'époque. L'ancien modèle de gestion, qui était centralisé autour d'un monopole d'État omnipotent, n'était tout simplement plus viable. Plus viable face aux exigences du commerce mondial, on s'entend. C'est ça. Le texte cite d'ailleurs les mutations socio-économiques et l'intégration aux accords de libre-échange comme les vrais éléments déclencheurs de cette réforme. Parce que dans un contexte de mondialisation, la compétitivité, elle se mesure en heures de déchargement. Et en fluidité logistique, oui, un acteur étatique unique qui doit tout gérer, de la sécurité maritime jusqu'à la manipulation des containers, Ça devient inévitablement un goulot d'étranglement. c'est le mot. L'objectif de la loi, c'était donc de provoquer un électrochoc juridique pour instaurer un environnement hautement compétitif. Ce qui nous amène au grand démantèlement. Ce texte orchestre la fin d'une entité historique majeure, l'Office d'exploitation des ports, le fameux ODEP. Un démantèlement institutionnel complet. Le préambule annonce la couleur très clairement, en fixant un objectif prioritaire, l'intervention du secteur privé. Et il introduit un concept assez fondamental qui s'appelle l'unicité de la manutention. Alors, pour bien saisir l'importance de ce terme, il faut imaginer l'ancien système. Avant, plusieurs acteurs différents pouvaient intervenir sur une seule et même cargaison. L'un gérait la grue, l'autre les dockers sur le quai, un troisième s'occupait du stockage. C'était une source constante de retard et de dilution des responsabilités. La loi impose désormais qu'un seul opérateur prenne en charge la marchandise, de la cale du navire jusqu'au camion de livraison. Mais pour attirer des multinationales capables d'investir massivement là-dedans, il fallait revoir toute l'architecture du pouvoir, n'est-ce pas, Sam? Absolument. Et cette reconfiguration repose sur un principe très simple, la séparation entre l'entité qui fixe les règles et celle qui opère commercialement. On sépare le joueur de l'arbitre. C'est exactement ça. C'est l'article 31 qui institue le nouvel arbitre en créant l'Agence nationale des ports, l'ANP. Cette agence publique, c'est l'autorité régulatrice, le gendarme. Oui, et elle se retire totalement des opérations de chargement ou de déchargement. Sa mission, c'est de planifier le développement, de garantir la sécurité et d'attribuer les concessions aux acteurs privés. Et ce qui est fascinant, c'est la composition du conseil d'administration de cette agence, détaillée à l'article 35. Ah oui, c'est une vraie surprise à la lecture. On s'attendrait à y trouver juste des ministres ou des hauts fonctionnaires. Or, le texte liste un véritable microcosme de l'économie nationale. On y trouve les présidents des fédérations des chambres de commerce, d'agriculture, de pêche maritime. Il y a aussi des représentants du patronat, et même 2 représentants des syndicats des salariés de l'agence. L'intention du législateur ici, c'est d'ancrer la gouvernance du port dans la réalité de l'économie productive. Parce que les décisions de l'ANP ont des répercussions énormes sur des filières entières. Exactement. Si on modifiait des tarifs de stockage frigorifique, ça impacte directement les exportations agricoles.
En intégrant toutes ces parties prenantes, l'État prévient les blocages logistiques. Et en parallèle de cet arbitre, l'article 42 vient créer le nouveau joueur. La Société d'exploitation des ports, la SEP. Une société anonyme qui vient combler le vide laissé par la branche commerciale de l'ancien monopole. Et elle doit descendre dans l'arène concurrentielle. Sans ses anciens privilèges régaliens, oui. Elle doit rivaliser à armes égales avec les autres opérateurs privés pour attirer les navires. Mais avant même de lancer cette compétition, le texte prend le temps de définir le périmètre physique de ces ports, et avec une rigueur chirurgicale. L'article 2 ne fait pas dans la vague définition géographique, ça c'est sûr. Non, il fragmente l'anatomie du site. L'enceinte portuaire, la rade, le chenal d'accès, les infrastructures comme les digues. Et les superstructures, comme les terminaux et les hangars. Chaque centimètre carré possède un statut légal précis. Et c'est loin d'être un détail. Ah, c'est même fondamental. Ça prépare le terrain pour l'article 6 qui impose à l'ANP d'établir un plan d'aménagement interne pour chaque site. C'est là qu'on réalise qu'un port moderne, c'est une vraie microville. Une microville soumise à des contraintes de sécurité extrêmes. Le plan doit tout cartographier. Les zones de quarantaine, les espaces pour les matières dangereuses. Les bases réservées à la marine royale, le traitement des déchets. C'est un véritable casse-tête logistique. Mais pour un investisseur privé et international, l'existence de ce plan est cruciale, car elle offre la prévisibilité juridique nécessaire. Ce qui nous amène aux règles du jeu. Comment le privé s'implante sur ces quais? L'article 10 est clair. Il faut une autorisation ou une concession. Et la règle d'or, martelée aux articles 12 et 17, c'est l'appel à la concurrence. L'ère des attributions discrétionnaires est révolue. Totalement. L'efficience du projet devient le seul critère. La loi propose donc deux régimes. D'abord, l'autorisation, Conçu pour des services spécifiques ou de petite taille, comme le pilotage des navires, le remorquage, le lamanage ou les petits hangars. La durée maximale est de 20 ans. le temps d'amortir les équipements comme des chariots élévateurs, mais ensuite il y a la catégorie poids lourd, la concession. Là, on parle de gérer des terminaux entiers, de manipuler des millions de conteneurs. Et vu l'ampleur des investissements, l'article 25 repousse la limite à 30 ans, prolongeable de 20 ans. Un demi-siècle. Et pour mobiliser ces centaines de millions, le texte révèle une ingénierie financière brillante à l'article 19. Le droit de superficie. C'est le fameux instant « aha » de notre lecture. Parce que le domaine portuaire appartient à l'État, il est inaliénable. Donc impossible pour un privé d'acheter le terrain. Et sans terrain, comment obtenir des prêts bancaires de 100 millions de dollars? Les banques veulent des hypothèques. Eh bien la solution, c'est cette fiction juridique de l'article 19. Le concessionnaire obtient un droit réel sur les bâtiments et grues qu'il construit. On sépare la propriété du sol, qui reste à l'État, de la propriété des superstructures. Exactement. L'entreprise peut donc hypothéquer ses propres installations pour rassurer les banques. Mais avec des garde-fous très stricts. L'argent emprunté doit servir uniquement au port. L'ANP doit valider l'hypothèque et surtout, à la fin du contrat, l'hypothèque s'éteint automatiquement. L'État récupère son domaine foncier enrichi de toutes les installations, purgé de toute dette. C'est brillant. C'est l'équilibre parfait entre attirer le capital mondial et garder sa souveraineté. Mais que se passe-t-il si un opérateur privé dérape? La loi prévoit un arsenal coercitif redoutable. Le bâton. Oui, car un opérateur défaillant peut paralyser l'économie entière. Les articles 15 et 26 prévoient une escalade répressive. Si une entreprise arrête son activité 6 mois ou ne paie pas ses redevances, c'est d'abord une mise en demeure d'1 mois. Et si ça ne suffit pas, les amendes tombent. Entre 5 000 et 50 000 dirhams pour une autorisation. Et de 10 000 à 100 000 dirhams pour une concession. Et ça double si le manquement persiste. L'idée, c'est d'asphyxier financièrement l'opérateur récalcitrant. Jusqu'à la sanction ultime, la déchéance pure et simple de la concession. L'entreprise perd tout. Et il y a encore plus spectaculaire à l'article 63. Ah oui, l'amende colossale. Pour quiconque oserait exploiter un port ou une activité de concession de manière informelle, sans droit officiel, l'amende va d'1 million à 10 millions de dirhams. L'État protège farouchement la souveraineté de ce domaine. Aucune zone de non-droit sur les côtes. C'est ça. Mais alors que le texte est implacable avec le capital, il adopte une philosophie très différente concernant l'humain. Oui, la transition de l'ancien monopole posait la question des milliers d'employés de l'ODEP. Démanteler une telle entreprise, ça engendre des inquiétudes syndicales énormes. Une grève générale aurait ruiné la réforme. C'est pour ça que les articles 50 à 53 agissent comme un bouclier absolu. Le transfert du personnel vers l'ANP ou la SEP se fait d'office, sans aucune perte de rémunération.
On sanctuarise les primes, les indemnités, la mutuelle, les retraites. L'État absorbe le coût pour garantir la paix sociale. Et regardez l'article 56 concernant les œuvres sociales. Les centres de vacances, les clubs de sport, de l'ancien monopole. La loi transfère la propriété de ces biens à la nouvelle entité commerciale, la CEP. Mais Elle l'oblige à signer une convention pour que les employés de l'agence de régulation continuent d'en profiter. on scinde les bilans comptables, mais on maintient la cohésion de la communauté des travailleurs. Et cette stabilisation sociale, c'est en fait le prérequis pour la phase ultime de la réforme, la graine de la privatisation. C'est un mouvement d'échec prévu des années à l'avance. L'article 45 dit que le capital de la nouvelle CEP est souscrit à 100% par l'État, donc ça reste public. Mais l'article 49 glisse très discrètement que ces parts pourront être transférées au secteur privé via la loi sur les privatisations. En société anonyme, on pacifie le front social, on installe un arbitre indépendant. Et une fois que les bilans sont attractifs, la porte est grande ouverte pour les capitaux privés mondiaux. Pour résumer notre voyage, la loi 1502 n'est vraiment pas qu'un texte administratif. C'est un véritable manuel pour déconstruire un monopole en douceur. En séparant la police du commerce, tout en protégeant les travailleurs. Comprendre cette loi, c'est posséder la clé de lecture pour voir comment les infrastructures d'une nation s'adaptent au XXIe siècle sans sombrer dans le chaos. Et ça soulève une réflexion finale assez provocatrice sur l'importance globale de ce qu'on vient de voir. Absolument. Le texte justifie cette révolution par le besoin de s'adapter aux accords de libre-échange. Or, si le cadre juridique qui protège les frontières physiques d'un pays doit subir une mutation aussi extrême pour survivre au commerce mondial, La question c'est, quels autres grands monopoles nationaux, ancrés dans d'autres secteurs historiques, devront suivre le même chemin? on pense à des secteurs comme la santé publique, l'émission de la monnaie ou même l'éducation nationale. Seront-ils inévitablement contraints de se scinder en deux, un arbitre et un joueur, pour survivre à la prochaine vague d'intégration mondiale? C'est une pensée fascinante à explorer de son côté. La métamorphose de l'État ne fait peut-être que commencer. 90%. C'est vertigineux quand on y pense. Oui, c'est un chiffre qui pose immédiatement les enjeux en fait. 90% de toutes les marchandises mondiales transitent par la mer. Ouais, c'est énorme. C'est la colonne vertébrale, souvent totalement invisible pour le consommateur final, de l'économie mondiale entière. Je veux dire, chaque appareil électronique, chaque vêtement, chaque composant industriel a très probablement passé des semaines sur l'océan, empilé dans un container standardisé. Absolument. Et on a tendance à l'oublier au quotidien. Totalement. Et donc pour cette nouvelle analyse en profondeur de nos sources aujourd'hui, on va explorer ce qui se produit exactement lorsqu'un des maillons les plus critiques de cette immense chaîne logistique est contraint de se réinventer de fond en comble. Et c'est pas une mince affaire. Non, vraiment pas. Notre point de départ pour cette exploration, c'est un document qui est franchement fascinant. C'est un rapport d'audit stratégique, financier et social extrêmement pointu. Très détaillé, oui. Voilà. Il se concentre sur la DEPA. Alors, la DEPA, c'est la Direction d'exploitation au port d'Agadir. C'est une branche majeure de la société Marsa Maroc. C'est ça. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre comment un ancien monopole d'État encaisse le choc monumental de la libéralisation et de l'ouverture totale à la concurrence. C'est une véritable étude de cas, je trouve, sur la survie et l'adaptation des grandes structures. Et c'est un sujet d'une importance capitale, parce que le transport maritime, ça dépasse de très loin la simple notion de déplacement de fret. Ouais, Pour une nation côtière, l'infrastructure portuaire, c'est vraiment le cœur battant qui dicte le rythme de tout son développement macroéconomique. c'est le poumon du pays, quoi. Exactement. Et ce que ce rapport d'audit nous offre, c'est une vue en coupe d'un moment de bascule historique. Pendant des décennies, tu sais, la norme mondiale dans de nombreux pays, c'était la gestion centralisée et étatique des ports. L'État gérait tout. Tout. Puis, sous la pression de la mondialisation, il a fallu embrasser une compétition féroce. Et observer la DEPA, à travers le prisme de cet audit, c'est analyser l'anatomie d'une structure gigantesque qui doit modifier son modèle opérationnel tout en continuant à fonctionner à plein régime. C'est un peu comme... Changer les roues de la voiture pendant qu'elle roule sur l'autoroute. C'est exactement l'image. Bon, ok, décortiquons un peu tout ça. Pour bien comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut se pencher sur la situation juste avant l'année 2006. L'ancien monde. Voilà, l'ancien monde portuaire marocain. Le paysage était alors défini par un monopole institutionnel total. Une seule entité régnait en maître, l'ODP, l'Office d'exploitation des ports. Et cette entité concentrait absolument tous les pouvoirs et toutes les opérations.
ce qui est impensable aujourd'hui. Totalement. Le document précise que cet office gérait tout, de l'attribution du domaine portuaire à la construction des infrastructures, en passant par la manutention commerciale, le remorquage et même le magasinage. Pour faire simple, c'est comme si lors d'un match de foot, l'arbitre était aussi l'un des joueurs sur le terrain. Et qui possède aussi le ballon et le stade au passage. C'est ça, ouais. D'un point de vue purement économique, comment on peut analyser cette dualité de fonctions où l'entité qui fixe les règles est aussi celle qui opère commercialement? En économie institutionnelle, c'est ce qu'on appelle une position de juge et partie. Et c'est une anomalie majeure dans un marché qui se veut moderne. Pendant 22 ans, cet office a fonctionné avec une centralisation totale. Le problème fondamental de ce modèle, c'est la distorsion du marché. Logique. Lorsqu'une autorité régulatrice est également l'unique opérateur commercial, il n'y a aucune incitation naturelle à l'optimisation des coûts ou même à l'innovation technologique. Pourquoi s'améliorer si on est tout seul finalement? Exactement. Les inefficacités logistiques, elles sont simplement répercutées sur les usagers finaux, ce qui génère des surcoûts immenses pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du pays. Et dans une économie mondialisée, où la compétitivité d'une nation se joue sur des marges logistiques de plus en plus fines, Chaque centime compte. chaque centime compte, oui. Donc cette structure devenait un goulot d'étranglement dramatique pour le pays. C'est ce qui nous amène à la rupture qui est documentée dans nos sources. La fameuse loi 1502. Le grand tournant. Promulguée en décembre 2005, Et applicable peu après. Le texte décrit un véritable séisme pour le secteur. La réforme, en gros, elle a imposé la scission pure et simple de l'ancien office. On a pris le gâteau et on l'a coupé en deux. c'est ça. D'un côté, on a la création de l'ANP, l'Agence nationale des ports, qui reprend le rôle exclusif de régulateur, l'arbitre, pour reprendre mon analogie. Tout à fait. L'arbitre retourne sur la ligne de touche. Et de l'autre, la SODEP, qui sera rebaptisée plus tard Marsa Maroc, et qui devient une société anonyme avec pour seule mission d'opérer sur un marché libre et concurrentiel. Le joueur, donc. Exactement. Mais ce qui frappe vraiment dans la lecture des sources sur cette loi, ce sont les objectifs chiffrés. C'était pas juste une modernisation pour faire joli, on y lit une volonté farouche de réduire les coûts de manutention. On parle de moins 30% pour les conteneurs et moins 25% pour les camions-tirs, le fret routier international. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ambition derrière ces chiffres. Moins 30%, c'est massif. Pourquoi cibler des réductions aussi agressives? Parce que ces pourcentages représentent des leviers de croissance considérables à l'échelle de toute une économie. Une réduction de 30% sur le passage portuaire d'un container ou de 25% sur le transport international routier, ça modifie instantanément la compétitivité des produits nationaux à l'exportation. Ah oui, le produit marocain devient soudainement moins cher à vendre à l'étranger. Absolument. Et dans l'autre sens, ça rend aussi les importations de matières premières moins onéreuses pour l'industrie locale. L'ambition de cette loi, c'était vraiment de provoquer un choc de compétitivité. Un électrochoc même. En séparant la régulation de l'exploitation et en préparant l'ouverture du capital au secteur privé, l'État cherchait à forcer Marsa Maroc à adopter des standards de productivité internationaux. L'objectif ultime, c'était de fluidifier tout le commerce extérieur. Ok, donc la théorie est implacable. C'est parfait sur le papier. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la confrontation avec la réalité du terrain, telle qu'elle est décrite dans l'audit de la direction d'Agadir, la DEPA, révèle une dynamique beaucoup plus complexe. Ah oui, la réalité du terrain réserve toujours des surprises. Les données de l'année 2007, donc juste après la réforme, sont particulièrement contre-intuitives. Les sources nous montrent une explosion littérale de l'activité. Le trafic des navires porte-containers, écoute bien, passe de 227 escales en 2006 à 323 escales en 2007. C'est une hausse énorme. C'est une augmentation fulgurante de 42% en une seule petite année. La containerisation s'accélère, les volumes bondissent. Quand on lit ça, la logique basique voudrait que l'entreprise affiche une rentabilité record, non? On pourrait le croire, oui. Plus de clients égale plus de profit. Sauf que le rapport d'audit signale une détérioration vertigineuse du résultat d'exploitation. On parle d'une chute de 123%. C'est dingue! Comment on explique qu'une entreprise capte 42% de trafic en plus et voit sa rentabilité s'effondrer à ce point-là? C'est contre-intuitif, c'est vrai. Mais en fait, le rapport vulgarise ici un cas d'école parfait de ce que l'analyse financière nomme l'effet de ciseaux. L'effet de ciseaux. Oui, dans l'industrie portuaire, qui est une industrie extrêmement capitalistique et très gourmande en ressources, une augmentation soudaine du volume d'activité ne se traduit pas automatiquement par une hausse proportionnelle des bénéfices. En fait, c'est même souvent le contraire au début. D'accord, mais pourquoi?
pour absorber ce taux brutal de 42% du trafic, la DEPA a vu ses charges d'exploitation exploser. Les coûts liés à la manutention d'urgence, le recours massif aux heures supplémentaires, l'usure accélérée des machines. Les machines qui tournent jour et nuit, forcément ça casse. Exactement. Et toutes les inefficacités logistiques liées à un afflux qu'on n'a pas anticipé. Tout ça a augmenté à un rythme bien supérieur à celui des revenus générés par ces nouvelles escales. Donc, si tu visualises le truc, les courbes des revenus et des coûts se croisent, comme les deux lames d'une paire de ciseaux. Et ça vient littéralement cisailler la marge bénéficiaire de l'entreprise. C'est la métaphore parfaite. Le rapport note d'ailleurs une perte nette de 3 points de marge brute d'exploitation. Cette hyperactivité, en fait, elle agit comme un révélateur brutal. Elle a mis en pleine lumière une inefficacité opérationnelle profondément structurelle. C'est fascinant. Et cette inefficacité, elle ne s'arrête pas aux quêtes des chargements. Elle se prolonge de manière très inattendue dans la gestion de leurs propres finances, de leur trésorerie. L'audit consacre une section entière à ce qu'il qualifie, je cite, de liquidité pléthorique. Un terme très poli pour dire qu'ils dorment sur une montagne d'argent. Voilà, la DEPA dispose de réserves d'argent considérables qui dorment littéralement sur des comptes bancaires. Mais en parallèle, le document pointe un échec retentissant dans le recouvrement de ces créances. En gros, les clients utilisent les services du port, accumulent des retards de paiement et l'entreprise ne fait rien. Aucune relance. Quasiment aucune. Les sources décrivent une absence totale de sélection des clients à l'entrée et un suivi inexistant ensuite. C'est un comportement qui semble défier toutes les lois de base du commerce. On dirait qu'ils n'ont pas envie d'être payés. C'est le symptôme le plus tenace de l'héritage monopolistique dont on parlait tout à l'heure. Ah, la vieille mentalité. C'est ça. Dans l'ancien paradigme, l'office fonctionnait comme une administration d'État intouchable. La mentalité sous-jacente des équipes, c'était vraiment « le client n'a pas d'autre choix que de passer par nous, donc il finira bien par payer un jour ». Ils n'avaient pas la pression de la concurrence pour récupérer leur cash. Exact. Dans un marché captif, l'urgence de la trésorerie ne se fait pas du tout sentir de la même manière. Mais là, dans un environnement qui vient d'être libéralisé, laisser s'accumuler les créances clients d'un côté, tout en maintenant des liquidités massives non rémunérées de l'autre, c'est une destruction de valeur caractérisée. C'est jeter l'argent par les fenêtres. L'audit est très clair sur les solutions macroéconomiques qui s'imposent face à ça. Cet argent dormant, cette trésorerie, elle devrait impérativement être dynamisée. L'audit recommande notamment le placement en VMP, c'est-à-dire en valeur mobilière de placement. Justement, arrêtons un instant là-dessus. Pourquoi est-ce que ces VMP, c'est la solution spécifique que l'audit recommande pour une entité lourde comme la DEPA? Parce que les valeurs mobilières de placement, ce sont des instruments financiers de très court terme. Ok. Ça permet à une entreprise de faire fructifier ses excédents de trésorerie avec un risque vraiment minimal, tout en garantissant que ces fonds restent presque immédiatement disponibles en cas de besoin opérationnel soudain. Genre si un portique géant tombe en panne et qu'il faut le réparer d'urgence. C'est l'exemple typique. On ne peut pas bloquer l'argent sur 5 ans et il faut que ce soit liquide. Mais le fait que la DEPA n'ait pas utilisé ce levier financier standard avant l'audit, ça démontre vraiment un manque cruel de culture financière moderne. L'organisation est assise sur une mine d'or, mais elle la gère avec les réflexes d'un guichet administratif. Au lieu d'agir comme une entreprise privée qui cherche à optimiser le bas de son bilan. Exactement. Et ce rapport d'audit, il fait d'ailleurs un lien très direct et très intéressant entre ces vieux réflexes administratifs et la composition même des équipes sur le terrain. Le facteur humain, toujours le plus complexe. On passe aux ressources humaines, oui. La radiographie sociale de la DEPA révèle une structure qui est en plein vieillissement. Les chiffres sont assez éloquents. Sur un effectif de 167 employés, l'âge moyen s'établit à 44 ans. Et plus marquant encore, 41% du personnel se concentre dans les tranches d'âge supérieures. C'est énorme pour une industrie aussi physique. On a donc une force de travail qui possède indéniablement une expertise technique super pointue, forgée sur des décennies de pratique, mais dont le logiciel professionnel s'est entièrement construit à l'époque où le mot même de concurrent n'existait pas. Le défi me semble immense. Comment tu instilles une culture de la performance, de la satisfaction client, de la rentabilité au sein d'équipes qui n'ont jamais eu à s'en préoccuper de toute leur carrière demeurant? Eh bien, cela soulève une question importante, et c'est vraiment le cœur du réacteur de la conduite du changement. Le paradoxe que soulève l'audit ici est saisissant. Comment ça? D'un côté, les indicateurs montrent un climat social plutôt serein. Il n'y a pas de grève massive ou de conflits ouverts majeurs. Ce qui est une bonne chose. Oui,
C'est une excellente base. Mais de l'autre côté, on découvre que l'entité opère au strict minimum de ses effectifs. C'est ce qu'on appelle une gestion à flux tendu. Ah, ils n'ont pas assez de bras. C'est ça. Le personnel travaille en effectif tendu, ce qui signifie que les employés cumulent souvent plusieurs responsabilités juste pour pallier le manque de renouvellement des postes vacants. Cette surcharge de travail quotidienne, elle crée un environnement de survie opérationnelle. Et quand tu es en mode survie, tu bloques toute tentative de modernisation. T'as pas le temps de penser à demain quand tu galères à finir la journée d'aujourd'hui. Exactement. Et ce blocage, les sources montrent qu'il est particulièrement visible, de façon assez triste d'ailleurs, dans le domaine de la formation. L'audit indique que la direction, elle est bien consciente des lacunes. Elle élabore formellement un plan de formation au début de chaque année. La volonté managériale de mettre à niveau les compétences, elle est là, sur le papier. Sur le papier, oui. Mais la réalité du terrain vient tout balayer. Le document souligne que les agents sont tellement sous pression, tellement absorbés par la nécessité absolue de faire sortir les navires à l'heure et de gérer ce fameux flux tendu, qu'ils ne se présentent tout simplement pas aux sessions de formation. Ils n'ont ni le temps ni l'énergie. L'entreprise se retrouve piégée dans une boucle infernale. Elle a besoin de nouvelles compétences pour affronter la concurrence internationale qui arrive, mais ses équipes sont beaucoup trop épuisées par l'opérationnel quotidien pour acquérir ces compétences. Et c'est un point de rupture critique qui a été très bien identifié par les auditeurs. L'injection de capitaux privés ou la modification des statuts juridiques sur un bout de papier, ça ne suffira jamais à garantir la compétitivité d'une infrastructure si le capital humain ne suit pas. La machine ne tourne pas sans l'homme. Tout à fait. Ce que préconise l'analyse sociale de ce rapport, c'est un changement radical de paradigme managérial. Il faut abandonner la logique d'administration publique, qui est très verticale, très orientée sur le strict respect des procédures internes, pour basculer vers un management de proximité. Un truc plus agile. Plus agile, oui, et résolument orienté vers la performance et le soutien des équipes. Cependant, moderniser les mentalités sans pouvoir renouveler massivement les effectifs, ça demande un accompagnement au changement qui soit exceptionnellement fin. Si cette transition échoue, le personnel vieillissant continuera de subir les évolutions technologiques et commerciales au lieu d'en être le moteur. Et c'est la mort lente de l'entreprise. D'ailleurs, ce besoin pressant de modernisation, il ne s'applique pas seulement aux ressources humaines. L'audit technique, qui constitue une part importante des sources qu'on analyse aujourd'hui, se penche sur le matériel. Et là encore, les chiffres dressent le portrait d'un géant au pied d'argile. Ah, la vétusté des équipements. C'est effrayant. Le rapport évalue le taux de vétusté des engins de manutention à des niveaux alarmants. On dépasse systématiquement les 80% et on frôle même les 90% certaines années pour certaines immobilisations. C'est critique. On parle pas de petites camionnettes là, on parle des portiques géants, des grues de quai, des élévateurs lourds. C'est l'outil de production central du port. Dans une industrie logistique où chaque heure de retard d'un navire à quai se chiffre en milliers de dollars de pénalités, opérer avec un parc de machines aussi vieux et obsolète, ça ressemble à une véritable roulette russe économique. C'est une vulnérabilité opérationnelle majeure, c'est indéniable. Mais si l'on relie cela à la vue d'ensemble de notre analyse, c'est précisément sur ce point que l'audit met en lumière une réaction stratégique extrêmement pertinente de la part de la direction de la DEPA. Ils ont enfin pris une bonne décision, hein. Oui. Face à la complexité croissante des nouveaux engins de manutention, à l'obsolescence de leur propre parc et à la surcharge de leurs équipes techniques internes dont on vient de parler, ils ont opté pour une politique d'externalisation très agressive. D'accord. Le rapport mentionne la conclusion de contrats de sous-traitance avec des spécialistes du privé, de renommée internationale et nationale, comme Tractafrique et Somaca, et ce, pour assurer la maintenance lourde des équipements. C'est un mouvement stratégique super instructif en fait. La leçon business derrière ça, elle est forte. Plutôt que de s'entêter à réparer en interne des équipements dont la technologie les dépasse désormais, et avec des équipes de mécanos qui sont déjà en sous-effectif, la DEPA décide de transférer ce risque à d'autres. Exactement. On passe d'une logique de possession pure et d'entretien interne à une logique de performance globale. L'entreprise accepte enfin que la mécanique lourde ne soit plus son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est quoi alors ? Son expertise réelle, la vraie valeur qu'elle vend à ses clients, c'est la fluidité du chargement et du déchargement des navires. C'est la logistique de flux. Voilà. En termes d'analyse d'entreprise, c'est le passage d'une structure de coûts fixes très lourd, tu sais, avec des ateliers, des stocks de pièces, à une structure de coûts variables beaucoup plus flexible. En externalisant auprès d'entités comme SOMSCA, la DEPA ne paye plus simplement pour avoir des mécaniciens présents dans ses ateliers. Elle paie pour que la grue fonctionne quand le bateau arrive. C'est ça.
Elle paye pour une garantie de disponibilité du matériel. C'est un changement de philosophie profond. Ça démontre que, malgré le poids de toutes ces vieilles habitudes administratives, l'organisation est quand même capable de prendre des décisions d'affaires pragmatiques, typiques du secteur privé pour le coup. Elle se recentre sur sa vraie valeur ajoutée, l'ingénierie portuaire. Oui, et elle laisse les spécialistes gérer la maintenance prédictive et curative des machines. C'est une lueur d'adaptabilité qui est très prometteuse, dans un tableau qui était par ailleurs assez chargé de défis. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie quand on prend un peu de recul? En rassemblant toutes ces pièces du puzzle, l'image globale de cette transition, elle commence à se dessiner très clairement. L'exploration de cet audit nous montre que la réussite de la libéralisation d'une infrastructure aussi colossale, ça ne se résume absolument pas à des investissements purement matériels. Non, c'est bien plus profond que ça. Couler de nouveaux quais en béton ou acheter des portiques de dernière génération, finalement, c'est la partie la plus simple de l'équation. Si t'as l'argent, tu achètes. C'est juste un chèque à signer. Voilà. Le véritable défi, la condition de survie absolue face à de futurs opérateurs privés qui ont les dents longues, c'est une révolution, une métamorphose culturelle complète. Marsa Maroc devait apprendre à gérer sa trésorerie, non plus comme une vieille réserve d'État, mais comme un levier financier actif. Placer son argent pour générer de la valeur. Exact. Elle devait résoudre l'équation insoluble d'équipes vieillissantes et surchargées pour recréer une dynamique de formation viable. Et par-dessus tout, le plus grand défi, je crois, elle devait redéfinir la notion même de ce qu'est un client. Un armateur ou un transporteur, c'est plus un usager captif qui n'a pas d'autre choix. C'est devenu un partenaire exigeant. Et volatile. Exactement. Un client dont la fidélité se gagne tous les jours par l'efficacité opérationnelle sur le quai et non plus par un décret monopolistique signé dans un ministère. Et c'est une grille de lecture qui s'applique à toute grande structure confrontée à la dérégulation de son marché historique. Ce qu'on analyse pour ce port, notre audience peut le transposer ailleurs. Que l'on observe le secteur de l'énergie, les télécommunications à une époque, ou ici le transport maritime, la mécanique de la transition est toujours identique. Que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça. Les processus comptables, les stratégies d'externalisation et les audits techniques, aussi précis soient-ils, ils se heurteront toujours au mur de la culture d'entreprise. L'inertie institutionnelle, c'est une force physique redoutable dans le monde des affaires. Ce rapport d'audit qu'on vient d'étudier, il est précieux parce qu'il quantifie très précisément, à travers des choses comme l'effet de ciseaux ou les taux de vétusté à 80%, il quantifie le coût réel de cette inertie. Ça se chiffre en millions. Il démontre de façon implacable que la compétitivité, ça ne se décrète pas simplement par une loi au Parlement. Elle se construit au jour le jour par un désapprentissage souvent douloureux des certitudes et des privilèges du passé. La capacité à désapprendre est donc tout aussi stratégique, voire plus que la capacité à investir. C'est vraiment une conclusion frappante sur la nature humaine au sein des grandes organisations économiques. Et cette réflexion nous amène à une perspective finale particulièrement stimulante, je trouve, et qui résonne fortement avec les défis que l'on vit aujourd'hui. L'audit que nous avons exploré décrit le choc de la libéralisation économique dans les années 2000. C'était le grand défi de l'époque. L'ouverture au marché libre. Oui, mais aujourd'hui, les ports mondiaux font face à un tout nouveau choc, d'une ampleur au moins similaire, mais d'une nature radicalement différente. C'est le choc de l'automatisation totale et de l'intelligence artificielle prédictive. Ah oui, les terminaux entièrement robotisés. Exactement. Tout comme le monopole étatique s'est effondré face à l'exigence de flexibilité du marché libre à l'époque, le modèle du port traditionnel qu'on vient de décrire, basé sur le flux tendu humain et la manutention manuelle, est en train de se heurter de plein fouet à des algorithmes capables de gérer des terminaux entiers de manière 100% autonome, en anticipant les goulets d'étranglement avant même qu'ils ne se forment physiquement. La machine qui anticipe le retard du camion. C'est ça. La question n'est plus seulement de savoir comment s'adapter à la concurrence d'un autre opérateur humain ou d'une autre entreprise privée. La vraie question pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'avenir de la logistique, c'est comment redéfinir la place même de l'humain et de l'expertise portuaire lorsque la machine prend en charge non seulement la force physique brute des grues, mais aussi la décision logistique en temps réel. C'est un vrai changement de paradigme. C'est une toute nouvelle révolution culturelle qui s'annonce. Et l'histoire qu'on vient de décortiquer nous montre une chose. Ce sont toujours les structures capables de réinventer leur propre ADN et de désapprendre leurs anciennes habitudes qui survivront à cette tsunami technologique. Et c'est sur cette réflexion vertigineuse concernant l'avenir que nous clôturons notre exploration d'aujourd'hui.
Merci de nous avoir suivis dans les rouages de cette machine portuaire et on se retrouve très vite pour une prochaine plongée au cœur de nos sources. Alors, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on a vraiment une exploration en profondeur assez exceptionnelle au programme. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur des sources comme ça. Exactement. D'habitude, on décortique des articles de recherche bien austères ou des rapports financiers super denses. Mais là, on a des enregistrements audio bruts. Pris littéralement sur le vif. C'est ça. Quand on écoute, on entend le bruit de fond, le vent de la côte atlantique, les grincements des immenses grues, les échos dans les couloirs d'un grand opérateur portuaire marocain. Alaouine, pour être précise. Et ce qu'on a entre les mains, c'est le carnet de bord sonore d'un certain Youssouf. Oui, un ingénieur d'une trentaine d'années. Il s'est lancé dans une reconversion vers la logistique et sa méthode, c'est l'immersion totale. Il documente son propre apprentissage en posant des questions, parfois faussement naïves, aux manutentionnaires, aux cadres, aux agents maritimes. Et notre mission aujourd'hui, avec ces heures de bande-son, elle est double. D'abord, démystifier cette fameuse logistique portuaire. C'est un monde qui orchestre toute l'économie mondiale, mais qui reste une énorme boîte noire pour le grand public. C'est clair. Et ensuite, et c'est le truc qui m'a le plus fasciné, c'est qu'on va en extraire une véritable philosophie de vie. Des leçons humaines qui émergent naturellement des discussions informelles à la machine à café du port. Ce décalage est incroyable. L'écosystème d'un port, c'est un environnement ultra rigide. En huis clos, la moindre erreur se chiffre en millions. Ouais, la pression doit être folle. Et cette pression agit comme un révélateur. Les dynamiques humaines, les peurs, les stratégies de survie, tout est exacerbé. C'est un terrain sociologique en or. Alors, pour bien poser le décor, il y a un moment où Youssef remet en question la définition même de la logistique. Parce que on a tous cette image mentale un peu basique, la logistique, c'est mettre une caisse dans un camion et rouler du point A au point B. L'image du frigo sur roulette. Voilà. Mais il évoque son ancienne expérience dans l'industrie de la volaille pour briser cette idée reçue. Et son exemple est redoutable. Il explique que la logistique, ça commence pas du tout quand le poulet est dans un carton. Le chronomètre s'enclenche à la seconde précise où l'animal est physiquement soulevé pour être abattu. À la fraction de seconde près. Exactement. À partir de là, c'est une chaîne ininterrompue, une course contre la montre contre la dégradation, avec des températures ultra contrôlées. C'est l'art de la continuité, c'est pas juste du transport. C'est d'ailleurs cette complexité qui l'a poussé à reprendre ses études. Parce qu'il faut le rappeler, Youssef n'est pas un novice. Il a un diplôme prestigieux, il est ingénieur d'État formé à Fès. Un gros bagage technique. Oui, on pourrait se dire qu'il a déjà toutes les clés. Mais non, il retourne faire un master en logistique et il lit des bouquins de finance le soir. Et ça met en lumière ce qu'il appelle le triangle d'or du management. L'ingénierie pure, la technique, c'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut les 3 sommets. C'est ça. L'ingénierie pour les processus physiques, la finance pour comprendre comment l'argent circule et la logistique pour gérer le mouvement physique et informationnel. Et ça s'applique à tout le monde. Quiconque évolue dans notre époque saturée d'informations doit comprendre ça. Si on ne saisit pas comment l'argent, les données et les objets physiques interagissent, on est complètement dépassé, peu importe notre expertise de base. Tout est interconnecté. Et on le sent vraiment quand on écoute l'anatomie d'une escale portuaire. C'est une vraie opération chirurgicale. Ah oui, parlons de ce vocabulaire technique des quais. C'est fascinant. Quand un monstre d'acier de plusieurs dizaines de milliers de tonnes approche de la côte, il coupe pas juste le moteur pour jeter l'ancre, il y a un balai millimétré. La première étape, c'est le pilotage. Le capitaine du bateau laisse sa place ? Pas exactement, mais le capitaine, même s'il a fait le tour du monde, il connaît pas les courants locaux ni le fond sous-marin de l'Ayoun. Donc un pilote local monte à bord pour guider la manœuvre. Ensuite, on a le remorquage. Ce qu'ils appellent le lamanage, c'est ça, Tout à fait. L'action d'attraper les immenses amarres pour les fixer au bollard sur le quai. Et une fois que tout est sécurisé, la vraie mission commence, l'aconnage. Le chargement et le déchargement avec les grues géantes. C'est le cœur du métier. Mais ce qui est fou, c'est que la tension dans ces bureaux, elle vient pas des containers qui font plusieurs tonnes. Elle vient de la paperasse. L'angoisse administrative. Oui, le poids des documents est écrasant. Il y a le fameux manifeste. Le manifeste, c'est l'ADN absolu du bateau. C'est un document juridique et douanier. Il liste tout, au gramme près, avec l'expéditeur et le destinataire. Si une marchandise est sur le bateau, mais pas sur le manifeste, aux yeux de la loi, elle n'existe pas. Ou c'est de la contrebande. Exactement. Et après, il y a le bon de livraison et bien sûr la DUM. La déclaration unique des marchandises. Sans ça, rien ne passe la douane. Mais au milieu de ces formulaires, je suis tombée sur un détail incroyable. Il parle de la taxe ad valorem. La fameuse taxe de 4 pour 1000. Oui,
qui s'applique à la valeur de presque toutes les marchandises, sauf une, le sable. Il y a une exception totale pour le sable, et l'explication géopolitique derrière est dingue. Ah, l'exportation vers les îles Canaries? C'est ça, hein. Le port exporte des volumes astronomiques de sable par bateau vers l'Espagne et surtout les Canaries. Ces îles sont volcaniques, elles ont que de la roche. Donc pour construire des routes ou des hôtels, elles ont besoin de sable fin. Et le Maroc en a à revendre? L'ironie, c'est que l'océan Atlantique ramène naturellement le sable sur les côtes marocaines. C'est une ressource quasi inépuisable que la mer amène, qu'on récolte et qu'on expédie juste en face. C'est d'une fluidité logistique parfaite. Mais bon, ce sable, comme le reste, pose le problème numéro 1 du port. L'espace. Le magasinage. Le stockage, oui. Les audios montrent bien que l'espace, c'est critique. Le but du port n'est pas de gagner de l'argent avec le stockage. Le but, c'est de créer l'urgence. Ah oui, la franchise de 10 jours. C'est ça. Après 10 jours, les tarifs explosent littéralement. C'est punitif. C'est de la dissuasion pure. Si un importateur laisse ses affaires traîner, il bloque tout le port. Il faut qu'il dégage la zone. D'ailleurs, en parlant de bloquer la zone, j'imaginais des centaines de camions-citernes attendant pour le carburant. Mais en fait, non. Les hydrocarbures ont leur propre circuit invisible. Les navires pétroliers ne remplissent pas des camions. Ils se connectent à des pipelines souterrains géants qui sortent carrément de la zone portuaire pour aller vers les immenses cuves de stockage. Les zones gérées par Zeasis ou Atlas Sahara? Exactement. C'est un flux continu, sans embouteillage de camions. Et pour orchestrer tout ce chaos organisé, on entend parler d'un logiciel, Portnet. Le nom résonne presque comme une menace dans les enregistrements. Portnet, c'est le cerveau de l'opération. Un guichet unique national. Tout passe par là, l'arrivée du navire, la douane, la sortie. Et le niveau de stress vient du fait qu'il n'y a aucune tolérance. Zéro marge d'erreur. Zéro. Une faute de frappe, un code douanier erroné et le système verrouille tout. Et là, les pénalités de retard pour un navire bloqué se chiffrent en milliers de dollars par jour. Et la personne qui encaisse toute cette pression, c'est l'agent maritime. Il représente l'armateur, et alors là, le droit d'entrée pour faire ce métier, c'est vertigineux. Il doit déposer une caution de 200 000 dirhams, 2 millions de centimes. C'est un filtre de solvabilité extrêmement rude, c'est vrai. Mais l'autorité portuaire en a besoin. Et cette caution ne dort pas sagement sur un compte. Elle sert de levier pour le recouvrement de dettes. L'art délicat de faire payer les clients. La psychologie de la facturation. Comment forcer un client à payer sans détruire la relation commerciale? La progression est implacable. Au bout de 30 jours de retard, le ton monte. Et si ça bloque, le port dégaine l'arme absolue, le blocage sur Portnet. Le client ne peut plus rien entrer ni sortir. C'est l'asphyxie totale. Et s'il ne paie toujours pas? Alors là, c'est la réalisation de quotient partiel. Le port se sert directement dans les 200 000 dirhams de l'agent maritime. De la pure diplomatie financière sans aucun état d'âme. La brutalité du système est folle. Et c'est justement cette rigidité qui nous amène à la partie la plus surprenante du carnet de bord de Youssef, ce cadre hyper strict déteint sur la nature humaine. On passe de la logistique des containers à la logistique de la condition humaine. C'est exactement ça. Dans un milieu où l'information vaut des millions, les comportements deviennent très défensifs. Des stratégies de survie primitives. Youssef enregistre des débats sur la rétention d'informations. Des employés sont tellement terrifiés à l'idée d'être remplacés qu'ils cachent leurs documents. Ils rendent leurs tâches inutilement complexes. Pour se rendre indispensable. Mais il y a ce contre-exemple magnifique dont il parle, cet employé muté à Tarfaya. Son approche était l'opposé total, une transparence radicale. Elle partageait absolument tout, formait tout le monde sans rien retenir. Et au lieu d'être remplacée, elle est devenue une référence intouchable, même des années après son départ. C'est marrant parce que c'est l'application humaine d'une méthode d'optimisation industrielle que Youssef adore, la méthode Kaizen. Le Kaizen japonais. L'amélioration continue par micro-étapes. Pas de changements radicaux, juste des petits pas. Manger un tout petit peu moins le soir, marcher un peu plus, étudier une page de finance de plus après le boulot. Dans notre société qui veut tout de suite, c'est un acte de rébellion. Il cite d'ailleurs l'histoire incroyable d'un collègue pour illustrer ça. Un homme qui a commencé tout en bas, manutentionnaire à se casser le dos, pour 1500 dirhams par mois. Un salaire de misère. Et à force de micro-améliorations, de cours du soir, année après année, ce même homme est devenu ingénieur en ponts et chaussées. Son salaire est passé à 50 000 dirhams par mois, 5 millions de centimes. Et ce qui marque Youssef là-dedans, c'est pas l'argent, c'est la solidité du bonhomme.
Il a été forgé dans la difficulté. Il ne va pas s'effondrer à la première tempête. Et c'est cette réflexion sur la solidité qui amène le groupe, lors d'une pause café, à parler d'éducation et de famille. Oui, le contraste avec la sœur de Youssef aux États-Unis. Ces enfants baignent dans l'abondance matérielle, les écrans, la malbouffe, avec zéro limite. Avec son regard de logisticien, il dit qu'ils n'ont aucun cadre de référence. Du coup, ils perdent leurs réflexes sociaux de base. Mais l'excès inverse est tout aussi dangereux. On l'entend dans l'anecdote de ce père surnommé Si Sayed. L'archétype du patriarche hyper contrôlant. Il voulait tellement protéger sa fille qu'il a verrouillé toute sa vie, pensant construire une forteresse. Le port est implacable. En faisant ça, il l'a empêché de développer son propre radar intérieur, son propre logiciel de gestion des risques. C'est l'effet boomerang classique. Quand elle est partie à l'université, la forteresse a explosé. Sans aucune capacité à évaluer le danger par elle-même, elle s'est perdue à la première parole douce d'un inconnu. La conclusion de ces pros de la logistique, c'est qu'il faut accorder de la liberté de mouvement, mais garder une supervision distante. On n'apprend pas à naviguer si quelqu'un tient toujours la barre à notre place. C'est puissant d'utiliser ce vocabulaire maritime pour la parentalité. Et ils vont encore plus loin en parlant du mariage. Ah oui, l'interopérabilité des systèmes. Voir le mariage comme une collision entre deux cadres de référence qui n'ont pas été calibrés pour fonctionner ensemble. Youssef souligne une vraie incohérence. On exige des certifications et des heures de formation pour manipuler une grue sur le port. Mais on laisse 2 personnes s'engager dans l'aventure la plus complexe de la vie sans aucune préparation. L'idée d'une formation qualifiante prémaritale émerge de cette discussion. Un audit des attentes pour être sûr de pouvoir affronter la tempête ensemble. Ça paraît super aride, dit comme ça, mais c'est tellement sensé. On traite nos opérations commerciales avec une exigence folle et nos vies personnelles avec une improvisation totale. Ces heures d'écoute nous montrent vraiment que le port est un miroir parfait de la condition humaine. Totalement. Un navire a besoin d'un manifeste clair pour savoir où il va, tout comme un humain a besoin d'un cadre de référence intérieure. Un navire immense fait quand même appel à un pilote local pour éviter les récifs. L'humain a besoin de mentors. Et la caution de l'agent maritime, c'est la preuve tangible de l'engagement, bien plus forte que des mots. C'est exactement pareil dans nos relations profondes. La méthode Kaizen, la patience, c'est ce qui forge les grandes infrastructures comme les individus solides. Et au final, la sagesse vient souvent de ces discussions informelles sur des palettes en bois, plutôt que des grands séminaires théoriques. Ce qui m'amène à notre réflexion finale, c'est l'idée que je retiens de toute cette analyse. On a inventé des architectures numériques colossales comme Portnet. Tout ça pour tracer un grain de sable qui part aux Canaries, pour éviter la moindre fuite financière dans la chaîne mondiale. L'ingénierie investie là-dedans est gigantesque. On ne laisse absolument rien au hasard. Mais quand on regarde nos vies, le temps passé avec la prochaine génération, l'architecture émotionnelle de nos enfants ou les fondations d'un mariage, la rigueur disparaît. On laisse une place immense au hasard et à l'instinct non formé. Et on peut se demander ce qui se passerait si on commençait à s'inspirer de la rigueur logistique de ces travailleurs du port pour protéger et optimiser notre propre capital humain. C'est une question qui mérite vraiment d'être creusée. C'est tout pour cette plongée au cœur du port de la Hayune. On se retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder votre propre manifeste à jour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravi de vous retrouver pour décortiquer un sujet assez invisible au quotidien, mais qui soutient vraiment toute notre économie. Bonjour, ravi d'être là. Et oui, un sujet invisible, mais massif. Aujourd'hui, on a une mission précise. Bon, décortiquons cela ensemble. L'objectif, c'est de décoder la complexité de l'ingénierie financière et de la structure des grandes entreprises mondiales. On veut rendre l'architecture d'entreprise, la fiscalité et la comptabilité fascinantes et accessibles. Absolument. Et surtout, on veut le faire sans aucune surcharge d'informations. C'est ça. On va se baser sur des sources très fournies, des notes et des enregistrements qui détaillent vraiment le fonctionnement interne des multinationales. Et pour rendre ça ultra concret, notre fil rouge aujourd'hui, c'est un cas d'étude réel. Le géant portuaire marocain Marsa Maroc. C'est un excellent exemple, parce que comprendre ces mécanismes, comprendre comment fonctionne une entité comme Marsa Maroc, c'est en fait comme lire la matrice de l'économie mondiale. La matrice carrément. Bah oui, l'idée ce n'est pas de faire un cours magistral de comptabilité aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ces structures alambiquées existent et comment elles impactent l'économie réelle. Alors posons les bases. Si on regarde l'anatomie d'un de ces géants, on commence toujours par un concept central, la fameuse société mère et ses filiales. Tout à fait, c'est le cœur du réacteur.
Pour Marsa Maroc, la société mère est ancrée au Maroc. Elle gère des filiales locales très importantes. On pense à des terminaux à Agadir ou à Casablanca. Mais, et c'est là que le rapport de nos sources devient fascinant, l'empreinte géographique est tentaculaire. Elle va bien au-delà des frontières nationales. Exactement. On y découvre une présence en France, en Italie, en Afrique du Sud, au Bénin et même au Libéria. C'est une toile d'araignée mondiale. Et c'est justement cette toile qui change tout. Ce qui est fascinant ici, c'est de regarder cette structure depuis le point de vue d'un investisseur. Quelqu'un qui voudrait acheter des actions, par exemple. Voilà. L'objectif principal de toute personne qui veut injecter les capitaux, c'est d'évaluer la santé financière globale, la solvabilité, les ratios financiers de toute cette entité complexe. Parce qu'on n'achète pas juste le port de Casablanca, en fait. Non, on achète le risque et la rentabilité du Libéria, de l'Italie, de la France. Et c'est là que cette toile d'araignée rend l'évaluation financière absolument cruciale et très délicate. Ce qui m'amène à un point du dossier qui m'a fait halluciner. Gérer une entreprise dans autant de pays, ça doit être un cauchemar administratif absolu. Oh, le mot est faible. C'est un véritable casse-tête mondial. Les sources expliquent bien que chaque pays possède son propre plan comptable. C'est-à-dire que la filiale en France doit suivre les règles françaises à la lettre, Ouais. celle en Italie suit les normes italiennes, et ainsi de suite pour le Bénin ou le Libéria. Mais pourquoi c'est organisé comme ça? Pourquoi on n'a pas juste un seul standard pour toute l'entreprise? En fait, c'est ce que les documents que nous avons analysés appellent le souci fiscal. Le souci fiscal, d'accord. C'est le grand pourquoi de toute cette fragmentation. Chaque État, que ce soit la France, l'Italie ou le Maroc, impose ses propres lois comptables pour une raison extrêmement pragmatique. Laquelle? S'assurer à la fin de l'année de savoir exactement quels bénéfices ont été réalisés sur son sol. Et ça, c'est pour pouvoir appliquer son propre barème d'imposition souverain. Ah, je vois le truc. En gros, chaque État a son propre souci fiscal pour être absolument certain de récupérer sa part du gâteau sur les bénéfices de l'entreprise qui opère chez lui. C'est le résumé parfait. Le fisc italien se moque de la comptabilité marocaine. Il veut des chiffres calculés selon ses règles à lui pour taxer ce qui lui revient de droit. C'est logique. Mais du coup, face à ce puzzle mondial avec des pièces de forme toutes différentes, comment on peut avoir une vision claire de l'entreprise globale? C'est le grand défi de la transparence. Parce que les sources mentionnent l'AMSC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, le gendarme financier du pays, et toute entreprise faisant ce qu'on appelle un appel public à l'épargne, une APE, doit afficher ses données de manière ultra transparente. Exactement. Le régulateur boursier ne peut pas se contenter d'une pile de bilans dans 5 langues différentes avec des normes différentes. Ce serait illisible. Totalement. C'est là qu'intervient la mécanique de la comptabilité de groupe. Et plus spécifiquement la consolidation. La consolidation. Alors, comment ça marche concrètement, ce regroupement des pièces du puzzle? Tout repose sur la règle des 51% et le pouvoir de décision. Si la société mère détient le contrôle exclusif d'une filiale, donc plus de 51% des parts, les règles du jeu changent. Les sources donnent l'exemple de la filiale TC3 à Casablanca. Oui, pour TC3, Marsa Maroc a le contrôle exclusif. Donc, au lieu de présenter le bilan de la mère d'un côté et le bilan de TC3 de l'autre, l'entreprise produit des comptes consolidés. C'est-à-dire un seul gros bilan. C'est ça. C'est un bilan unique qui regroupe les performances de la société mère et de toutes ses filiales. Mais attention, c'est retraité selon des normes de groupe. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On efface les frontières internes en quelque sorte. On élimine toutes les transactions internes au groupe pour ne laisser apparaître que ce que l'entreprise pèse réellement face au monde extérieur. Ça reflète la véritable force de frappe de l'Empire. Donc on a ce grand bilan unique, mais tout ça, ça ne se fait pas quand on a le temps. Il y a un calendrier très strict. Ah, le calendrier de la transparence. C'est une véritable course contre la montre avec 2 échéances majeures. La ligne du temps financière de l'entreprise. Exactement. Au Maroc, ça illustre parfaitement la double pression qu'une entreprise subit, fiscale d'un côté et juridique de l'autre. La première échéance, selon les notes, tombe avant le 31 mars. Oui. Avant le 31 mars, c'est le grand rendez-vous fiscal. L'entreprise doit déposer sa déclaration de l'IS, l'impôt sur les sociétés, auprès de la Direction générale des impôts, la DGI. Donc c'est la résolution du fameux souci fiscal dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on règle ses comptes avec l'État. Mais l'entreprise n'a pas fini de transpirer. Parce qu'ensuite, il y a la deuxième échéance, avant le 30 juin. C'est la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, l'AGO, suivie d'une étape cruciale, le dépôt des états financiers au tribunal de commerce. Et c'est là qu'intervient un détail des sources qui m'a vraiment fasciné. Le registre du commerce, le RC. C'est fondamental. C'est littéralement décrit comme l'acte de naissance de l'entreprise. C'est exactement ça. Avant d'obtenir ce numéro de RC,
On a beau avoir un projet, de l'argent, un local, on n'existe pas légalement en tant que société. On est juste un concept. Si nous relions cela à une perspective plus large, ce dépôt public au tribunal de commerce, c'est ce qui protège tout le monde. Les partenaires, les fournisseurs, les banques. C'est la réponse aux soucis commerciaux et juridiques. On sait à qui on a affaire légalement parlant. La confiance dans les affaires repose entièrement sur cette transparence. Bon, on a parlé des impôts, des tribunaux, des bilans, mais abordons le sujet qui intéresse beaucoup de monde. L'argent. La distribution des richesses, Oui, que se passe-t-il concrètement lors de cette fameuse Assemblée générale en juin? eh bien, c'est l'arène où se décide la distribution des dividendes. Une fois que les comptes sont approuvés, les actionnaires votent pour savoir combien des bénéfices vont atterrir dans leur poche. Les sources donnaient un exemple chiffré super clair pour mémoriser ça. Tout à fait. Prenons un cas simple. Si l'Assemblée décide que le dividende est fixé à 10 dirhams par action et qu'un investisseur possède 1000 actions. Il reçoit un bénéfice direct de 10 000 dirhams. Exactement, c'est la rémunération du capital. Mais attention, cette Assemblée générale n'est pas juste là pour signer des chèques. C'est aussi le lieu du pouvoir. Justement, le rapport analyse un changement fondamental dans la gouvernance de Marsa Maroc. La façon dont la boîte est dirigée a complètement muté. C'est un virage très classique, mais très important pour les entreprises de cette taille. Autrefois, elle était gérée par un PDG unique, un seul homme aux commandes. Et maintenant, on est passé à un système à deux têtes, un directoire d'un côté et un conseil de surveillance de l'autre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ce signifie une séparation des pouvoirs. Le directoire, il est les mains dans le cambouis. Il gère l'opérationnel, le quotidien, l'agilité de l'entreprise. Et le conseil de surveillance? Il surveille, comme son nom l'indique. Il définit la grande stratégie et contrôle le directoire. Et devinez qui nomme les membres de ce conseil de surveillance? Les actionnaires lors de l'Assemblée générale. Exactement. Ce sont les actionnaires qui tiennent les rênes. Dans le cas Marsa Maroc, l'actionnaire de référence, c'est TMSA, le groupe Tangemed. Donc ils ont le pouvoir décisionnel. Oui, c'est eux qui ont récemment nommé la nouvelle direction. Ça illustre parfaitement une règle d'or de la finance de marché. La propriété capitalistique, le fait de détenir les actions, se traduit directement en pouvoir exécutif. C'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique. Absolument. C'est fascinant de voir comment tout s'emboîte. Pour résumer un peu ce voyage à travers les rouages de l'entreprise, on a vu comment une société naît d'abord avec son fameux registre de commerce, Son acte de naissance légale. puis elle grandit pour devenir un réseau mondial tentaculaire, elle doit jongler avec le souci fiscal et les impôts de chaque pays hôte, Elle rassemble ensuite tout ce chaos dans un seul bilan clair grâce à la consolidation. et enfin, lors de son assemblée générale annuelle, elle distribue ses bénéfices à ses actionnaires tout en ajustant sa structure de pouvoir et sa gouvernance. C'est une mécanique incroyablement bien huilée. C'est de l'ingénierie de haute précision. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante pour clôturer notre analyse. Je vous écoute. Si une multinationale moderne doit jongler de manière aussi experte avec les règles de dizaines de pays, de la France au Libéria en passant par l'Italie, en adaptant sa comptabilité et sa fiscalité à chaque territoire, on peut se demander une chose. Laquelle? Est-ce qu'une grande entreprise appartient encore véritablement à son pays d'origine? Ou est-ce que ces entités consolidées transcendent désormais le concept même de frontière nationale? C'est une réflexion profonde. Ça change complètement notre regard sur la nationalité des géants économiques. Merci beaucoup pour cet éclairage expert, c'était passionnant. Merci, le plaisir était pour moi. Et merci pour votre écoute attentive aujourd'hui. N'hésitez pas à continuer de questionner les structures invisibles du monde qui nous entoure. À très bientôt pour une prochaine exploration. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un univers qui est vraiment invisible, Complètement invisible, oui. mais qui est absolument vital pour faire tourner le monde moderne. On va parler des coulisses de la logistique maritime marocaine. Et pas seulement. On va aussi aborder les réalités les plus brutes du management d'entreprise. Exactement. Et pour cette immersion, on a une matière première qui est vraiment exceptionnelle. Ouais, pas de manuel scolaire poussiéreux aujourd'hui. Non, voilà. Ni de rapports lissés par des agences de communication. On s'appuie sur des enregistrements audio totalement bruts. De véritables conversations professionnelles. C'est ça. Des captations sur le terrain où les échanges naviguent constamment entre la Darija et le français. Et ce sont des experts du secteur qui parlent. Des gens de chez Marsa Maroc, de l'OCP. Ils parlent à cœur ouvert de leurs opérations gigantesques. Et notre objectif aujourd'hui, il est double. D'abord, on va décoder ce balai mécanique fascinant des terminaux portuaires.
Comprendre comment on manœuvre des navires qui font littéralement la taille de plusieurs immeubles. Et comment l'espace y est géré au millimètre près. Et ensuite, et c'est là que ça devient vraiment inattendu, on va extraire de tout ça des leçons de vie. Des leçons très percutantes sur le leadership. Sur la gestion de carrière, ouais. Et sur les réalités parfois franchement rudes des hiérarchies d'entreprise. C'est vraiment précieux pour quiconque s'intéresse à la mécanique cachée du commerce mondial. Ou pour ceux qui cherchent des clés pour naviguer dans la jungle des grandes bureaucraties. C'est une matière d'une richesse incroyable. En fait, on va mettre en parallèle deux mondes qui semblent s'ignorer. Ouais. D'un côté, on a les contraintes physiques implacables de la mer, l'ingénierie lourde, Qui obéissent à des lois naturelles, des lois mathématiques et strictes, et de l'autre, les contraintes humaines, bureaucratiques et politiques de la vie de bureau. qui sont infiniment plus complexes, opaques et totalement imprévisibles. Nos sources offrent une métaphore filée qui est brillante, je trouve, entre la gestion d'un navire de plusieurs milliers de tonnes et la gestion d'une équipe. C'est le terrain de jeu analytique parfait. Bon, démarrons par le commencement de la chaîne logistique, l'arrivée d'un navire. Le moment critique. Genre, le commandant tourne le volant et se gare. Voilà. Sauf que les audios nous rappellent très vite qu'un navire de cette taille, c'est extrêmement vulnérable à faible vitesse. Il n'utilise presque plus ses propres moteurs à l'approche du quai. Il dépend d'une assistance extérieure totale. On entend d'ailleurs beaucoup parler de l'interaction entre le pilote et les remorqueurs. Le pilote qui doit physiquement monter à bord du navire. C'est fou. Comment cette chorégraphie s'organise dans la réalité brute de l'opérationnel? C'est une chorégraphie qui ne tolère aucune marge d'erreur. Et ça s'entend dans les voix enregistrées. Le commandant du navire cède techniquement la direction au pilote du port. Parce que c'est lui qui connaît la zone. Exactement. Il connaît la bathymétrie, les courants locaux, les spécificités du bassin. Mais le pilote, même s'il est sur la passerelle de ce monstre d'acier, il est aveugle et impuissant sans les remorqueurs. Ces espèces de petits navires surpuissants. C'est ça. Ils se positionnent à la proue et à la poupe. Ce sont eux qui vont véritablement pousser et tirer le géant. Et c'est là que les sources deviennent passionnantes, surtout quand elles abordent la vulnérabilité technologique de la manœuvre. Ah oui, on pourrait s'attendre à des systèmes de guidage par satellite ultra sophistiqués. Bah oui, pour des navires qui valent des centaines de millions. Et pourtant, la coordination repose presque entièrement sur de simples liaisons radio. C'est le détail qui fait froid dans le dos. Il parle d'utiliser de simples talkie-walkie pour coordonner l'approche. Des talkie-walkie avec une portée qui dépasse à peine le kilomètre. C'est incroyable. Et sujet aux interférences, au bruit du vent, des moteurs, le pilote doit donner des instructions en temps réel au capitaine des remorqueurs qui sont des dizaines de mètres plus bas. Et s'il y a la moindre friture sur la ligne, Le moindre malentendu sur la puissance demandée, on a un mastodonte qui vient percuter un quai en béton armé. avec des dégâts qui se chiffreraient en millions de dirhams instantanément. Donc l'infrastructure technologique est très basique pour un enjeu financier colossal, ce qui met une pression psychologique immense sur les opérateurs. La pression humaine, oui. Mais il y a aussi une pression avec laquelle on ne négocie pas du tout. La nature. La nature, oui. Les audios abordent longuement les plannings d'accostage. Et on comprend vite que ce n'est pas le port qui décide de l'heure. C'est la Lune. Absolument, c'est la Lune. Cette notion de tirant d'eau, ça vient complètement bouleverser le concept du premier arrivé, premier servi qu'on connaît dans l'industrie classique. La nature impose un agenda qu'aucune autorité ne peut contester. Les sources expliquent très bien cette dynamique. Prenons l'exemple d'un navire avec un tirant d'eau de 6,40 mètres. Donc la partie immergée du navire. Exactement. Ce navire est physiquement prisonnier des cycles de marée qui durent environ 12 heures. Il ne peut pas juste décider de rentrer Impossible. Il ne peut pas franchir la passe à marée basse sans risquer de s'échouer. et de bloquer tout le port, le scénario catastrophe. Voilà, donc toute la planification est inversée. Ce navire à fort tirant d'eau obtiendra la priorité absolue sur une fenêtre très courte. Il va passer devant d'autres navires qui sont peut-être là depuis plus longtemps. Oui, si l'autre navire a un tirant d'eau de 5 mètres et peut manœuvrer à tout moment, il attendra. La hiérarchie d'attente n'est pas dictée par l'urgence commerciale, Non, elle est dictée par la physique stricte de la coque face au niveau de l'eau. ce qui crée des situations d'attente assez fascinantes. D'ailleurs, en écoutant les enregistrements, il y a un passage très spécifique concernant la rade. La zone d'attente au large. Ouais. L'expert mentionne qu'on peut parfois voir 7 immenses navires patienter en même temps. Intuitivement, on se dit que le port est saturé, que c'est une perte d'efficacité. Mais la réalité est beaucoup plus cynique. Ou calculée, disons. C'est un point de bascule génial dans les sources. On passe de la contrainte naturelle à la contrainte de la spéculation financière. Tout à fait. L'attente prolongée dans la rade n'est pas toujours le symptôme d'un port engorgé.
L'expert audio explique de manière très candide que certains navires, surtout les pétroliers ou ceux qui transportent du gasoil, choisissent délibérément de rester au large. Une stratégie d'attentisme. Dictée par les cours mondiaux, oui. Les affréteurs achètent énormément de carburant quand le prix chute. Mais s'ils déchargent tout de suite... Ils vont payer des frais de stockage en cuve sur la terre ferme. Et ça, c'est exorbitant. Donc le navire se transforme en entrepôt. Exactement. Il devient une gigantesque unité de stockage flottante. C'est un calcul d'apothicaire. Tant que le coût journalier d'immobilisation du navire en mer, Ce qu'ils appellent les surestaries, je crois. c'est ça. Tant que ça reste inférieur au profit généré par la spéculation ou aux frais d'un stockage terrestre, le navire reste ancré. Donc la salle d'attente de l'océan, c'est juste une annexe des marchés financiers. Absolument. Cette transformation de l'espace nous amène à ce qui se passe quand le navire touche enfin le quai. Parce qu'à l'instant où les amarres sont posées, c'est un autre compte à rebours qui commence. Le terminal portuaire, c'est un espace fini. Une vraie partie de Tetris. Mais les pièces de ces Tetris ne réagissent pas aux mêmes lois de la physique. Il y a un paradoxe énorme sur la façon de facturer l'occupation d'un quai. L'espace portuaire est la ressource la plus critique. Et les sources illustrent ça avec un contraste saisissant. D'un côté, il faut gérer des objets au volume démesuré. L'expert parle d'une pale d'éolienne de 68 mètres de long. Ça monopolise une surface au sol gigantesque, ça bloque les engins, Mais proportionnellement, ça ne pèse presque rien. et de l'autre côté, De l'autre, il donne l'exemple d'un équipement industriel ultra dense. Une dynamo ou un rotor de 5 tonnes. qui tient dans un grand placard en gros. Voilà, ça ne prend aucune surface. Mais son poids exerce une pression mécanique extrême, presque destructrice, sur une toute petite zone du béton du quai. Donc on ne peut pas facturer le vide de la même manière qu'on facture la densité. Les autorités portuaires doivent avoir des matrices de calcul incroyablement complexes pour rentabiliser ces mètres carrés. Mais l'espace, ce n'est pas qu'une question de volume et de poids. C'est aussi une question de chimie et de bon sens sanitaire. La fameuse règle de la ségrégation des marchandises. Les enregistrements insistent lourdement là-dessus. On ne pose pas un container n'importe où. La ségrégation est vitale. Le plan d'import, c'est une carte de gestion des risques en temps réel. La logique décrite est intraitable. Pas de vrac pulvéruleux comme du sable près des aliments. Formellement interdit. Imaginez des monticules de sable à côté d'un hangar de blé ou de poissons. Le moindre coup de vent transforme le produit alimentaire en déchet. La contamination croisée, c'est la ligne rouge. Et de la même façon, les zones pour les hydrocarbures sont sanctuarisées, loin des sources de chaleur. La disposition sur le quai, c'est une vraie science de l'évitement. Et avec cette science de l'évitement, on en arrive forcément aux accidents. Quand on manipule des milliers de tonnes de matière dangereuse, l'incident, c'est une certitude à long terme. Pas une probabilité, non. Dans les enregistrements, il y a cette question très crue. Si un container prend feu sur le terminal, qui paie? Le port, le remorqueur, le navire, le propriétaire? Ça devient vite un cauchemar juridique. Et c'est là qu'on touche à la philosophie logistique. Face à une crise, l'opérationnel s'efface devant le juridique. La réponse des experts est froide. C'est le contrat qui fait foi. La règle absolue, c'est que la marchandise doit être couverte par une assurance ad valorem stricte. En fonction de sa valeur, donc. Oui, aucun acteur de la chaîne, manutentionnaire ou autorité portuaire, ne va assumer le risque financier total d'une cargaison qu'il ne contrôle que partiellement. Ce qui révèle une vérité profonde sur le commerce mondial. La logistique, ce n'est pas juste déplacer des objets. C'est orchestrer un transfert de risque. C'est fragmenter à chaque étape. On s'assure pour sa fraction exacte de responsabilité. Pas un dirham de plus. C'est un univers extrêmement cloisonné et rationalisé à l'extrême. Mais la vraie pépite de ces écoutes, pour moi, c'est quand on bascule vers l'ingénierie humaine. Quand ils font le pont entre le pilotage d'un navire et celui d'une carrière. Ouais. Il y a cet échange marquant où un responsable expérimenté conseille à un jeune collaborateur. Et ces conseils prennent à contre-pied la culture du diplôme à tout prix. Il démonte l'idée qu'un doctorat pointu est la clé de la hiérarchie. Le discours est d'un pragmatisme redoutable. Il prévient contre le piège de la tour d'ivoire académique. Exactement. S'enfermer dans une hyperspécialisation peut devenir un frein. Ce qu'on exige d'un leader, ce n'est pas de faire la tâche technique parfaite. C'est d'avoir une vision grand angle. Une polyvalence agressive. Un manager doit comprendre l'architecture financière, les flux informatiques, les ressources humaines. L'idée, c'est qu'un leader gère des outputs, des résultats. Il ne descend pas dans la salle des machines pour serrer les boulons. C'est ça. L'énergie mise dans une thèse très pointue serait plus utile pour comprendre la transversalité du business model. Et cette obsession d'aller à l'essentiel, on la retrouve dans l'anecdote de la création du film institutionnel. Ah oui, très belle illustration. L'un des professionnels raconte qu'on lui a demandé un film de présentation sur les investissements d'une région. Le cahier des charges exigeait 20 minutes.
Et sa réaction est géniale d'audace. Il refuse. Il refuse catégoriquement. Il impose un format de 4 minutes. Et il facture ça 150 000 dirhams. Ça pourrait ressembler à une escroquerie vue de l'extérieur. Moins de vidéos pour un gros budget. Mais son analyse est lucide. Aucun haut décideur n'a 20 minutes à perdre devant un film promotionnel. En imposant la concision, il garantit que le message sera consommé. Le temps de l'audience est la ressource rare. Il ne facture pas le temps de tournage, il facture le travail d'épuration, la capacité à extraire le signal du bruit. On voit bien comment ce pragmatisme paie pour un prestataire. Mais en interne, dans ces grandes entreprises, les choses s'assombrissent. La gestion des talents frôle la tragédie. Il y a cette histoire autour d'une application informatique développée en interne. Un cadre raconte comment, sur son temps libre, il a codé une application en VBA pour résoudre un problème de suivi dans son département. C'est l'archétype du dysfonctionnement bureaucratique. Il utilise ses propres compétences, crée un outil qui marche super bien, ça remonte à la direction, on s'attend à une grosse promotion, Et que se passe-t-il? La machine s'approprie l'outil. centralisée, déployée au niveau national. Et absorbé par le système d'information. Mais pour le créateur, rien. Zéro retour sur investissement. Pas de prime, pas d'avancement. Son nom est même effacé du succès. C'est une illustration très amère de la façon dont les grandes structures vampirisent les initiatives. Elles collectivisent les victoires, mais laissent l'innovateur isolé. Et cet isolement a un coût personnel énorme. On entend vraiment l'usure dans la voix de la personne. Il parle du piège de devenir trop indispensable. Pour compenser les failles du système. Ouais, il se lève à l'heure de la prière du Fajr, bien avant le soleil. Il sacrifie son sommeil, sa santé, sa famille. Tout ça pour expédier des dossiers complexes en silence. Et le pire, c'est le contraste avec ses collègues. Il décrit des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Plus préoccupés par leur rendez-vous esthétique ou leur jour de congé que par la survie du département. C'est accablant. Ça pose un constat sévère sur la pénalité de la compétence. Le système finit par punir ceux qui le maintiennent à flot. L'organisation ne répare pas les brèches, elle s'habitue à l'effort surhumain. Elle le normalise et on exige plus. Le collaborateur devient un pilier invisible, l'asymétrie de l'engagement devient insoutenable. Pour clore sur cette politique d'entreprise, il faut parler de cette dernière anecdote. Presque tragicomique, l'application QSE. Qualité, sécurité, environnement. Pour stimuler un peu l'engagement, l'un des intervenants conçoit une plateforme numérique pour que tous les employés soumettent des idées de sécurité anonymement. L'intention de départ est noble, créer une intelligence collective. Mais le résultat est dévastateur. Seulement 21 idées enregistrées au total sur tout le personnel. Et quand le concepteur analyse les résultats, il découvre que sur ces 21 idées, 6 viennent de lui-même. c'est terrible. Et l'algorithme classe l'une de ses propositions à la première place. L'outil, programmé pour être neutre, agit comme un révélateur photographique. Il expose l'apathie généralisée. Et la solitude extrême du seul individu qui essayait d'améliorer les choses. L'outil a quantifié l'isolement. C'est une histoire qui résonne fort. Alors, si on prend un peu de recul, entre la froideur mathématique des ports et la complexité des bureaux, quelle synthèse on peut faire? On a une dualité fondamentale. Dans l'opérationnel physique, tout est rationnel. Les marées sont inéluctables, le poids se calcule. Le transfert des risques obéit au contrat. L'action entraîne une réaction mesurable. Mais dans les bureaux, cette rationalité s'évapore. Le mérite n'est pas mathématique. Développer une application ne garantit rien. Se lever au phage ne génère pas de retour. Le système physique est optimisé, mais le système humain est dysfonctionnel. La leçon, que ce soit pour amarrer un pétrolier ou gérer sa carrière, c'est l'adaptabilité. Lire les courants et les marées de son environnement de travail. Savoir quand pousser les moteurs et quand jeter l'ancre en rade. Mais surtout, protéger son équilibre face à des structures qui ont une capacité d'absorption illimitée. Et ça soulève une dernière réflexion. Au-delà de la logistique marocaine, on observe une course mondiale à l'automatisation. On standardise tout pour que ça tourne comme une horloge. Initiative individuelle. La volonté de se lever plus tôt, de trouver une solution hors des manuels. Si les structures broient ces initiatives invisibles, même la mécanique la plus parfaite finira inévitablement par s'enrayer. Une mécanique de précision qui dépend de son maillon le plus humain. Belle réflexion pour clôturer. Merci à notre audience d'avoir suivi cette plongée au cœur de la logistique et de l'entreprise. L'exploration continue, restez à l'écoute des signaux faibles et à très bientôt.